Bonjour et bienvenue dans cette 166e émission de WeMoveJ sur WeDoBiz, la radio des entrepreneurs. Bénédicte Sanson, cofondatrice déléguée générale du MoveJ. Je suis ravie d'accueillir cette semaine et pour le mois entier Sébastien Matikowski, fondateur de Capival, comme grand témoin. Bonjour Sébastien. Bonjour Bénédicte. Et nous accueillons ensemble Clément Le Cerf, cofondateur de Déclic et des Trucs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sébastien, en quelques mots, tu peux nous présenter Capival ? Oui, avec plaisir. Capival est un cabinet qui a deux activités. Une activité d'évaluation financière à titre d'expert, expert indépendant ou auprès des tribunaux, et une deuxième activité de levée de fonds principalement, ce coup-ci auprès d'entrepreneurs. J'ai hâte d'écouter Clément. Eh bien, moi aussi, et Clément, on verra si tu peux torturer notre témoin, si vous envisagez une levée de fonds pour savoir comment t'y prendre pour être sûr de réussir. Alors, Déclic et des Trucs, Clément, qu'est-ce que c'est ? Ça fait quoi ? Déjà, on va dire Déclic et des Trucs, coup de cœur, prix MoveJ, innovons ensemble, 2015. Bravo Clément. Maintenant, c'est quoi Déclic et des Trucs ? Merci beaucoup. Alors en fait, Déclic et des Trucs, c'est comme son nom l'indique, apporter le déclic aux enfants en faisant des trucs. Donc aux enfants de 7 à 10 ans, le 3e cycle du primaire. Et en fait, dans des kits qu'on produit, donc des jeux éducatifs, on permet à l'enfant de découvrir la matière scolaire, qui est soit les mathématiques ou le français, de découvrir la matière scolaire, mais d'une manière complètement différente que les manuels scolaires ou les cahiers de vacances, qui étaient un petit peu barbants et pas forcément concrets, qui étaient vraiment trop abstraits. Donc nous, on leur fait faire des choses avec les mains pour qu'ils se rendent compte de l'application concrète des choses avant d'aller plus loin dans la matière scolaire une fois arrivés au collège. Donc par exemple, dans les kits, on peut faire de la peinture pour découvrir les fractions ou construire un cube en origami pour travailler la géométrie, etc. etc. Donc activité dessin, et pendant qu'on fait l'activité dessin, tout d'un coup, les maths deviennent claires. C'est ça. Alors comment on trouve des clics et des trucs ? Est-ce que c'est on achète une fois un cahier ? Comment ça se passe ? Donc en fait, c'est des kits à l'unité. On a développé une collection, pour l'instant essentiellement sur les mathématiques. On va revenir plus tard travailler un peu plus le français. Mais en France, les mathématiques, c'est une matière qui fait assez peur. Ouais. Donc c'est pour ça que pour le moment, on s'est focalisé sur cette matière, qui est aussi souvent beaucoup trop abstraite quand on parle de Pythagore, de Thalès, etc. Donc voilà, on développe. On en est à 9 kits aujourd'hui. Et que dire de plus ? On se vend sur notre e-boutique. Voilà, on les trouve sur votre e-boutique en librairie. Est-ce qu'on peut s'abonner ? Comment ça marche si je veux que ma fille chérie devienne une pro des maths ? Pour être une pro des maths, on a créé les packs, donc les packs mathématiques, les packs français. Et donc vous pouvez acheter donc avec un prix régressif à l'achat de packs, un ensemble de packs liés à l'âge de votre enfant pour travailler toutes les matières scolaires tout au long de l'année d'une manière complètement différente et super fun. Sébastien. Oui, alors j'en comprends qu'en fait on apprend en s'amusant, c'est un peu ça le concept finalement. Totalement. Mais pas simplement en s'amusant, en manipulant aussi. Là, il y a un contact physique, puisque là, il faut dessiner, il faut peindre, il faut replier. Et il y a beaucoup de concurrence qui s'exerce notamment en dématérialisé, en ligne, des applications ou des sites. Là, vous avez pris le pas en fait, du physique. Comment en fait, on monte concrètement un projet sur du physique, où il faut donc avoir de l'approvisionnement, créer éventuellement peut-être de la propriété intellectuelle plus particulière, et puis ensuite distribuer physiquement. Comment vous y êtes pris ? Alors c'est très complexe. Ça a été un choix depuis le début de ne pas aller vers l'EdTech. C'était important pour nous de faire manipuler aux enfants parce que ça crée en eux des schémas mentaux hyper importants, en particulier pour les enfants du primaire, avant de rentrer dans ce qui est pur cahier, pur papier. Donc voilà, pour nous c'était essentiel et on n'a pas non plus les compétences en interne de faire de l'EdTech avec des applications, etc. C'était pas notre vision à long terme. Sortir du digital, c'est ça, revenir sur... c'est ça, revenir à des choses pratiques, étant donné qu'en plus depuis tous autant qu'on est, quand on a été tout petit, on a joué à la pâte à modeler, à la pâte à sel, on a fait beaucoup de choses avec les mains. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure de l'âge et de l'évolution de l'enfant, on perd en fait de la créativité. Et ce qui est pour nous assez dommage, en France en particulier, on t'invite à se retrouver face à des salles de classe où il y a un professeur qui parle et où il y a finalement peu d'action et peu de concret. Donc voilà, ça c'est le premier point. On voulait réellement faire des choses aux enfants.
Ensuite, comment on a décidé de développer ces kits? Au tout début, on était sur un format d'abonnement. On voulait en fait être disruptif dans le milieu éducatif grâce à l'abonnement. Et en fait, Remplacer le magazine qu'on reçoit. c'est ça, remplacer les Sciences et Vie Junior, enfin ce genre de magazines ou Astrapi, etc., Ouais. qui sont des magazines qui ont très peu évolué au cours des 30 dernières années. Et nous, notre idée, c'était d'amener cette approche concrète des mathématiques et du français, qui sont des notions scolaires qui sont trop peu sorties en fait de l'école, d'une manière disruptive, donc par le format d'abonnement et de la box, qui est très connu. Au cours des dernières années, on a vu beaucoup de box se développer. Et au fur et à mesure de l'évolution de la boîte, de décliquer les trucs, on a décidé d'aller vers les magasins, parce qu'on s'est rendu compte que notre population cible, les parents, passaient énormément de temps en magasin et finalement avaient très peu de temps pour être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, depuis un mois à peu près, on a lancé cette démarche de mise en magasin et aujourd'hui, on se vend dans quelques grandes enseignes à Paris. Donc, ce sont des enseignes spécialisées type librairie ou vous allez dans la distribution moyenne surface de quartier? Aujourd'hui, on teste un peu tout parce qu'on n'est pas totalement sûr que notre cœur de cible visite une enseigne, un type d'enseigne plutôt qu'un autre. Donc, on est aujourd'hui, par exemple, à la Gaîté Lyrique, donc qui est un espace de réflexion, etc., qui n'est pas forcément un musée. On est au musée d'art moderne, à la librairie du musée d'art moderne. On est dans plusieurs librairies de quartier, dans quelques magasins de jouets, vous savez, les magasins de jouets de bois, etc., qui sont... plutôt des circuits indépendants ou des pour petites le moment, structures avec circuits de décision assez courts. C'est ça. Pour le moment, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir aussi d'apprendre en fait de ces interlocuteurs et qui nous aident à comprendre notre client pour arriver sur une troisième version de produit qui sera notre version finale pour ensuite aller toucher du Nature et Découverte, de la Fnac, Cultura, etc. Oui, Sébastien? Oui, en même temps, quand on a une marque aussi puissante, Déclic et des trucs, évidemment, l'onomatopée est faite. On a envie d'acheter directement sur Internet. C'est reconnaissable. Vous avez développé une marque qui vous permet en plus, si vous vendez en direct, de choper la marge de distributeur pour vous. Cette notion de marge, d'ailleurs, m'intéresse et j'avais envie d'y revenir. Combien ça coûte un de vos exemplaires typiquement pour un client final, et du coup quelle est la marge que vous réalisez dessus? Donc aujourd'hui, par rapport à notre deuxième version, en fait, qui est un format enveloppe, au tout début, on était sur un format boîte en carton. Aujourd'hui, on est sur une V2, un format enveloppe qui était à la base destiné à l'envoi postal dans le but de réduire les coûts postaux, qui nous coûtaient excessivement cher avec les tarifs usuels de la Poste. Donc avec cette enveloppe, ce nouveau format, on est à un prix final pour le client de 18,90 €. Et là, avec notre V3, donc qui va arriver d'ici septembre-octobre, à peu près, on va descendre à un prix de 12,95 €. Donc voilà, par kit, en changeant quasiment rien à la qualité de contenu. Donc c'est juste le format et le type de production, etc., qui a été optimisé pour pouvoir en descendre le prix final. Et garder aussi une marge magasin plutôt satisfaisante pour pas tomber en dessous de 2, du x2 que désire le coefficient. C'est ça, le coefficient des magasins. Combien, vous? Et donc, nous, on a un coût de production aujourd'hui qui est encore assez élevé parce qu'on n'a pas en fait les économies d'échelle. Oui. Dans l'impression en particulier, on a des paliers qui sont excessivement forts. Aujourd'hui, avec du 500 kits imprimés par tirage, on est à 33% de marge. Dès qu'on passe à 5000 kits, on passe à 77%. D'accord, donc votre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment le volume. C'est ça, c'est le volume parce qu'on a un contenu qui est essentiellement papier et que le papier, bizarrement, dans la tête des clients, n'est pas forcément un produit qui a de la valeur, alors que pourtant c'est un des produits les plus chers à la production. À la production. Effectivement, il faut produire. Vous allez en produire plusieurs, du coup, parce que vous ne pouvez pas vous contenter. Alors là, on a un très bel exemplaire pour apprendre les fractions avec Van Gogh. C'est ça, en dessinant les tableaux de Van Gogh. Mais vous avez forcément plusieurs sujets à traiter. Donc, vous envisagez de développer une gamme qui aurait quelle largeur, quelle profondeur, combien de produits et du coup, quels sont vos objectifs
à moyen terme? Donc sur la gamme, c'est intéressant, très bonne question, parce qu'en fait, on a vraiment largement évolué notre réflexion, fait évoluer notre réflexion récemment. Donc on avait développé ces 9 premiers kits, que ce soit des mathématiques ou du français, en suivant cette logique d'abonnement, où on créait un nouveau kit par mois. Aujourd'hui, on est revenu déjà sur le français, qu'on risque de retravailler plus tard dans l'avenir, mais on va se concentrer sur les mathématiques. Il y a aussi un autre aspect qui était la question de l'âge, qui dérangeait pas mal en fait notre clientèle, sachant qu'on était sur le 7-10 ans. Oui. Et quand on parle d'éducatif, en particulier pour les mathématiques ou le français, le client, si tant est qu'il est réellement intéressé par l'approche éducative, veut un produit exact, un produit pour le CM1, le CM2, le CE1, le CE2, etc. Donc on va revenir là-dessus en fait, et notre nouvelle gamme va avoir comme aspect 4 kits pour chaque niveau scolaire, donc 4 kits CE1, 4 kits CE2, 4 kits CM1, 4 kits CM2, essentiellement mathématiques, avec probablement 3 algèbres et un géométrique pour chaque. D'accord, donc vous êtes chaque phase. vraiment, enfin, tu es vraiment en train de nous expliquer qu'on apprend en marchant, hein. C'est ça, totalement. Donc finalement, voilà, vous grandissez avec votre entreprise comme un vrai bébé qui C'est ça. petit à petit découvre aussi son corps et la marche. Donc c'est merveilleux. Excuse-moi. Comment votre jeunesse fait que vous pouvez arriver effectivement à imaginer des choses pour ces enfants? Je m'explique, c'est pas évident de créer des outils pédagogiques quand on est soi-même encore à l'école, hein. Je crois que Héloïse est encore à l'école. Je sais pas toi si tu es déjà diplômée, et déjà vous êtes en train de proposer des solutions pour aider les plus jeunes dans leur apprentissage. Comment vous arrivez à faire la preuve que effectivement vous êtes tout à fait légitime sur ce sujet-là? De nouveau, une très bonne question, parce que c'est une question qui revient Ah, mais souvent je sais, de la je part suis exceptionnelle. de nos clients. Un exceptionnel. C'est ça. Je t'écoute, Clément. Mais c'est vrai que la question de la légitimité est super importante pour les clients, étant donné que la moyenne d'âge de l'équipe est de 25 ans. Héloïse vient de finir les études, donc mon associé direct. On a aujourd'hui dans l'équipe en fait 3 personnes qui sont chargées de la réflexion pédagogique, et qui sont des 3 filles qui sont sorties de sciences de l'éducation. Et au final, même si ce sont 3 filles très jeunes, elles ont passé, chacune d'entre elles, à peu près un peu plus de 10 années de cours particuliers, de professorat en cours particuliers. Voilà, c'est ça. Elles détiennent aussi des diplômes BAFA, BAFD, etc., qui sont des diplômes d'animation jeunesse. Ensuite, les idées ne me manquent pas, clairement. On vient tous avec nos passions. Par exemple, moi, je suis passionné de cerfs-volants. J'avais envie de faire une boîte sur les cerfs-volants. On a couplé ça à la géométrie pour les droites parallèles et perpendiculaires. Ouais. Ensuite, les notions scolaires, clairement, sont pas compliquées pour des personnes de 25 ans qui sont allées jusqu'à des masters, etc. Donc pour les filles qui construisent le contenu pédagogique, c'est pas complexe. Ensuite, on va toujours chercher une validation des parents, et on a aussi un comité d'experts qui prend nos kits et qui les étudie, qui les remet en conditions réelles d'utilisation par les enfants. Donc on fournit les kits à des orthophonistes, à des professeurs, etc., qui valident l'apport concret éducatif, au-delà de l'intérêt de l'enfant. Oui, Sébastien. J'avais une question, parce que ça m'intéresse toujours, moi, dans une aventure entrepreneuriale, c'est de savoir ce qui vous a donné l'idée fondamentale en fait de partir sur cette thématique et de réfléchir à ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Complètement. Donc c'est à l'origine, c'était pas mon idée personnelle, c'était Héloïse en fait qui nous a présenté à Thomas, Marc et moi-même le concept. Elle donnait. Amis déjà? Non, on s'est rencontrés en Startup Weekend à Polytechnique. Super, ouais. Donc voilà, une belle rencontre. Héloïse nous a présenté son projet. Elle nous a expliqué qu'en fait, depuis 13 ans, elle donnait des cours de mathématiques à des collégiens, des lycéens. Et qu'en donnant ces cours, elle était face à des élèves qui, en fait, n'arrivaient pas à baisser toutes les barrières et à être débloqués face aux mathématiques, parce qu'ils étaient face à des matières concrètes, complètement abstraites, et pas du tout de concret. Donc elle s'est mise à développer des premiers outils, comme le cube en origami pour travailler la géométrie, et elle s'est rendue compte qu'en présentant
l'application par le jeu et par le défi, l'enfant avait envie d'aller, ou en tout cas l'élève avait envie d'aller jusqu'au bout. Retrouver la motivation pour C'est avancer. ça, déjà donner le goût d'apprendre et ensuite travailler la matière vraiment d'une autre façon au lieu de se retrouver simplement face à son cahier et son équerre et faire des dessins qui n'ont pas forcément qui parlent pas forcément à tous. Donc voilà, c'est Héloïse qui vraiment est venue à nous avec cette idée. Et qu'est-ce qui vous a motivé du coup, vous ? Nous, à la rejoindre, en fait, tous autant qu'on est dans l'équipe, c'est assez marrant. On l'a découvert petit à petit. Au tout début, quand on s'est lancé, on ne se connaissait pas forcément. Donc c'était une belle aventure. C'était aussi un risque de se lancer avec des gens qu'on connaît très peu. Personnellement, ce qui m'a parlé, c'est que j'ai toujours été un élève avec des facilités en cours, mais toujours celui au fond de la classe à embêter les autres ou à parler, etc. Et j'avais besoin en fait de concret, j'avais besoin de changer l'éducation et qu'on puisse relancer un renouveau de l'éducation et des réflexes éducatifs en France où on puisse dire aux gens, aux professeurs, parlez avec vos élèves d'une manière à ce que vous puissiez parler à toutes les formes d'intelligence qui existent dans votre classe et pas simplement la logique de consommateur d'un élève, très bon élève, qui recopie ses cours, qui les apprend par cœur. Il y en a qui ont besoin de bouger, il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin d'apprendre de 1000 façons différentes. Donc finalement, l'idéal, ce serait que vos kits soient utilisés après par les enseignants. Complètement. Aujourd'hui, on est clairement dans nos premiers clients. Il y a énormément d'enseignants, il y a énormément de parents qui ont inscrit leurs enfants en école Montessori, Steiner, Freinet, des écoles en pédagogie active, pédagogie positive aussi. Nous, notre idée, c'est pour l'instant, c'est pas forcément de nous vendre aux écoles, c'est de nous vendre aux particuliers parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un élément clé dans notre activité qui est d'essayer de sortir les mathématiques et le français de l'école. C'est moins le cas pour le français, c'est excessivement fort pour les mathématiques, mais les mathématiques font peur à tous les parents et c'est une matière qui n'est pas du tout travaillée en dehors de l'école. Et justement, ça fait peur à tous les parents, ça fait peur aussi à tous les enfants. Comment vous arrivez à convaincre et les parents et les enfants en deuxième effet qui se coule qu'il faut vous acheter? Donc comment vous communiquez pour vous faire adopter par les parents, mais derrière par les enfants? Parce que les parents achèteront une fois, mais pas deux fois. Donc vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Complètement. Alors, si on part sur les enfants, clairement, les enfants sur ce type de produit, ils ne sont pas du tout prescripteurs. On n'est pas sur les produits Disney ou autres. Enfin, voilà, c'est... Franchement, je ne comprends pas. Voilà, sur l'éducatif... Un kit Violetta, ça marcherait bien, à mon avis. Complètement. Donc non, nous, on a décidé de mettre en gros sur nos kits fraction, multiplication, etc. C'est évidemment pour parler davantage aux parents. Et les parents, clairement, aujourd'hui, la première remarque qu'ils nous font, c'est de nous dire si j'avais eu ça à mon âge, j'aurais eu moins de problèmes en mathématiques. Donc en fait, à partir du moment où on a réussi à leur montrer que les mathématiques pouvaient être différentes des manuels scolaires ou autres, le pas est déjà passé. Et alors comment se fait ce premier justement déclic comment vous arrivez à toucher les jeunes mamans, j'imagine, ou les jeunes papas qui achètent? Et puis comment vous arrivez jusqu'à eux et comment vous arrivez à créer ce cercle vertueux? Donc là-dessus, Bénédicte, tu avais bien raison, parce que c'est évidemment les jeunes mamans. Les jeunes mamans pourquoi je me suis sentie concernée. Mais aussi les grands-mères. Les grands-mères qui voient trop leurs enfants sur les tablettes, etc. et qui ont peur que l'éducation soit pas forcément maîtrisée par leurs enfants. Donc comment on arrive à les toucher? On propose, on essaye d'éduquer de plusieurs façons différentes les parents au fait que les mathématiques peuvent être fun et qu'on puisse les voir tout autour de nous au jour le jour. Ces façons différentes Donc on a des lancé idées à ceux qui nous écoutent. On a lancé un super format de newsletter. Donc voilà, où on partage des bons plans et des bonnes manières de montrer à l'enfant qu'au coin de la fenêtre de la chambre de l'enfant, il y a un angle droit par exemple, que sur un terrain de tennis... Pas dans les vieux immeubles parisiens, je te garantis. Vas-y. Mais voilà, ce genre de choses, essayer de montrer la matière scolaire différemment. Donc par exemple, faire remarquer aux parents que sur un cours de tennis, il y a 10 rectangles juxtaposés. Enfin voilà, on essaye de montrer plein de petites applications que les parents puissent s'approprier et c'est ça, puissent en parler de manière complètement décomplexée à leurs enfants. Donc ce qui fait que du coup dans l'approche de communication,
pour essayer de toucher finalement l'acquéreur qui ne sera pas forcément le consommateur ou l'utilisateur. En fait, vous ciblez principalement les parents en essayant d'aller chercher un petit peu la fibre nostalgique d'eux et en même temps l'utilité directe pour les enfants, voir le plaisir à partager ce moment. C'est un moment de partage ou pas des clics et des trucs? Nous, c'est ce qu'on aimerait. Ouais. Clairement, aujourd'hui, il y a des parents qui consomment les produits créatifs de manière à ce que leur enfant soit en train de faire une activité en autonomie. Nous, au tout début, notre idée, c'était vraiment de créer une équipe entre le parent et l'enfant et de travailler, en fait, d'avoir une première approche des devoirs qui vont être beaucoup plus critiques arrivés au collège, où le parent va se sentir mal à l'aise avec des concepts qu'il a oubliés depuis 20 ans. Donc voilà, nous, notre idée, c'était vraiment de créer cet esprit d'équipe. Moi, j'ai oublié la division, par exemple. Ah ouais, là, je peux encore te faire quoi. Même les identités remarquables. Allez. Produit scalaire, ouais. Mais donc oui, on avait l'envie du partage. Au final, c'est un peu plus complexe que ça, voilà, parce qu'on voit que les parents ou les grands-parents achètent les kits pour occuper leurs enfants en vacances, etc. Ensuite, sur le message, pour rebondir ce que tu viens de dire, on est quand même sur un message un peu comme Academia, sur un message où on tend peut-être à faire un peu peur aux parents, à leur dire attention, si vous ne préparez pas bien vos enfants et si vous ne leur donnez pas le goût d'apprendre, eh ben, on vous sort les chiffres qui sont assez conséquents et qui montrent qu'il y a 40% d'élèves de CM2 qui sortent chaque année du primaire avec de grosses lacunes. Donc 40%, c'est quand même un chiffre assez imposant. Autant essayer de se focaliser sur ce problème et pas de se retrouver au collège à devoir craquer un PEL pour pouvoir payer le soutien scolaire de l'enfant. Alors, on a beaucoup parlé de maths, on va parler encore plus de maths avec Sébastien Matikowski qui va nous parler un petit peu de l'actualité de Capival, actualité qui parle d'introduction en bourse. Là, on doit faire du calcul. Raconte-nous, Sébastien. Alors, du marketing, du calcul, oui, évidemment, on va parler chiffres. Lorsqu'on fait une introduction en bourse, en anglais, ça s'appelle une IPO. Et c'est évidemment se poser la question de savoir combien peut valoir une entreprise, est-ce qu'elle peut être cotée, est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent sur les marchés. C'est une vraie solution de financement en France qui n'est pas particulièrement bien considérée par les acteurs économiques au sens large. On a tous en tête le CAC 40, mais après, évidemment, il y a tout un tas d'entreprises qui sont éligibles, les PME les premières, pour aller chercher de l'argent. Et donc, nous, chez Capival, on est listing sponsor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité d'introduire des sociétés en bourse. Et c'est ce qu'on souhaite faire, justement, avec tout un tas de PME, puisqu'il y a une appétence un petit peu plus importante depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, sur la bourse. Et tu expliques ça comment? Tout simplement parce que l'attrait, en fait, des produits immobiliers, en fait, est plus faible. Donc, monsieur et madame Michu commence à se retourner un petit peu vers la bourse, qui en plus a bien décollé fin 2014 et début 2015, qui redevient attractive. Et puis plus largement, je pense qu'il y a une anticipation un tout petit peu meilleure en fait des agents économiques quant à la manière avec laquelle, d'un point de vue macro, ça va se comporter en fait en Europe et en France dans les prochains mois. Tout ça est bien réuni et donc évidemment on essaie de surfer sur cette vague. Mais c'est une vraie bonne solution pour les entreprises que d'aller chercher de l'argent sur les marchés par appel public à l'épargne pour des fonds propres ou pour de la dette. Bien, donc pour ça, on a Capival pour vous accompagner. Merci Sébastien, on va revenir My pleasure. À l'histoire de Clément Le Cerf et des clics et des trucs. Je note quand même que tu as un petit peu de mal à le dire depuis tout à l'heure, non? Tu nous le refais s'il te plaît, Bénédicte? Pourtant, je les adore. Des clics et des trucs. Well done. Et je te laisserai donner le nom du site internet, Clément. Donc Clément, on va s'intéresser peut-être maintenant un peu plus à toi. Tu nous as dit que tu avais rencontré Héloïse dans un Startup Weekend. Héloïse Pitch, elle vous présente son entreprise. Est-ce que, si tu étais dans un Startup Weekend, c'est que quelque part tu te projetais un petit peu vers l'entrepreneuriat, mais comment ça se passe? Comment on plonge? Comment on rejoint quelqu'un qui a une idée, en plus une femme? Ça, c'était une parenthèse. Comment on fait pour rejoindre un projet existant, pour s'accorder, pour se dire oui, on est la bonne personne et on va y aller ensemble? Alors, pour le site internet, décliquetdetrucs.fr, voilà, tout simplement. Déclic comme avoir le déclic. C'est dit facilement en plus, Bénédicte. Déclic et des trucs. On le prononce un certain nombre de fois à la journée, je pense. Et ensuite, à partir de quel moment on décide de rejoindre un projet? Moi, je viens d'une famille d'autodidactes, d'entrepreneurs. Mes parents viennent de revendre leur société depuis que j'ai 16 ans. Enfin, aujourd'hui, j'en ai 27. J'ai toujours eu envie de monter une entreprise, voire même d'en monter plusieurs,
plusieurs si possible au cours de ma carrière. Donc voilà, c'est le premier point. Ensuite, à partir de quel moment je me suis dit va à un startup week-end. Enfin, j'avais envie de découvrir cet univers déjà pas très parisien des startups. À la base, je viens de province et c'est moins un réflexe C'est moins en fait. répandu, ça c'est clair. C'est ça, c'est moins répandu. J'ai fait toutes mes études autour de l'entrepreneuriat, que ce soit par des campus aux US et au Canada. Et voilà, j'avais envie de revenir. Je suis rentré à Paris et je me suis dit, allez, plonge dans cet univers. J'ai rencontré Héloïse, le projet me parlait. Que ce soit une femme, aucun problème. Elle était très jeune, encore en études. Là-dessus, c'était peut-être un point qui m'a fait hésiter. On en a parlé au bout d'une semaine après le Startup Weekend. Toute l'équipe m'a dit, a priori, on ne le fera pas sans toi, donc, parce qu'on avait créé une complicité très forte après le Startup Weekend. On avait des idées très claires. Et puis après, ça s'est fait tout naturellement. On s'est lancé sans trop savoir où on allait. Avec une énergie débordante et on a toujours la même après un peu plus d'1 an et demi. Et donc se lancer sans que ce soit ton idée, c'est pas un problème finalement. Tu as adhéré, l'idée te semblait intéressante. Complètement. Et en fait, l'idée, c'est un premier point. L'idée, c'est quelque chose qui m'a parlé de travailler les matières scolaires autrement. C'était aussi un de mes problèmes quand j'étais plus jeune. Donc ça me parlait. Et ensuite... quand on est dans une si petite structure, on apporte tellement qu'au final, il y a pas. Enfin, l'idée représente quelque chose, mais elle ne représente quasiment rien à côté de tout ce qu'on apporte au jour le jour, que ce soit des réelles compétences acquises en cours ou des propres idées pour, je sais pas, pour une idée de gamme, pour une idée d'une vidéo buzz, pour un nom de marque, pour tout ça. Donc toi, parfaitement aligné, ton entourage le prend comment ? Les parents à 27 ans se demandent à partir de quand je vais commencer à cotiser pour la retraite. Voilà, c'est le point. Le point noir. Mais sinon, enfin, ils savaient pertinemment que j'allais me lancer dans ce type d'activité, étant donné que c'est eux qui m'ont communiqué cette envie. Donc voilà, au final, ils me soutiennent de A à Z et ils sont là au jour le jour. On essaye même de les faire travailler à 2-3 reprises sur 2-3 réflexions pour Déclic. Et ils le font avec grand plaisir. Ils le font avec plaisir. Alors, on arrive un peu au bout de cette émission. Est-ce que toi, tu as un entrepreneur qui a quelques années derrière lui maintenant, même s'il fait encore très jeune, est-ce que tu aurais une question à lui poser ? Moi, ça considère... Ma question est vraiment relative au Mouv'J. Je sais que tu étais dans le jury. Donc ma question, c'est pas de savoir si tu as voté pour nous ou autre, mais plus de savoir pourquoi tu es allé au Mouv'J. Est-ce que c'est le Mouv'J qui est venu te chercher et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en tant qu'entrepreneur ou qu'accompagnant d'entrepreneurs? Clément, je vais te répondre très, très concrètement sur tes questions qui sont importantes parce que derrière le fait d'être au Mouv'J, il y a un acte d'engagement de mon côté. C'est évidemment moi qui suis venu au Mouv'J, même si le Mouv'J aujourd'hui s'impose de plus en plus dans le monde entrepreneurial et ça reste une excellente nouvelle, et plus que jamais. Pourquoi y aller? Tout simplement parce que c'était important il y a quelques années, et ça l'est encore plus que jamais aujourd'hui, d'avoir en fait un discours qui soit particulièrement bien à la mesure et à la taille en fait de démarches entrepreneuriales qui sont les vôtres, vous étudiants, entrepreneurs, qui vont vous prendre par la main définitivement dès le plus jeune âge, dès le début de votre carrière professionnelle, on va dire les choses, et avoir la capacité d'être écouté d'une part, de pouvoir bénéficier de tout un tas on va dire d'expériences, voilà, qui vous permettent d'éviter le process d'essai-erreur, de taper le mur à gauche, à droite et de gagner un petit peu plus de temps, d'efficacité et peut-être même de réalisation personnelle. Tout ça, c'était pour moi très important à l'époque. Donc ça, c'était l'acte d'engagement qui était le mien. Qu'est-ce que ça m'apporte? Depuis de nombreuses années maintenant, au sein du Mouv'J, ça m'apporte des rencontres. T'en fais partie, ça tombe bien, du coup, Clément. Une capacité de réfléchir tout simplement sur la manière avec laquelle vous pouvez aborder l'innovation au sens large, vous, jeune entrepreneur. Là, on parle d'un truc qui, vraisemblablement, ne correspondrait pas à l'innovation telle qu'on pouvait la conceptualiser il y a encore quelques mois ou années, et qui, pour autant, est une innovation de rupture qui répond à un vrai besoin. Et plus largement encore, moi, ça me permet tout simplement aussi de faire bénéficier de 2-3 choses que j'ai pu constater. Et j'avoue que c'est assez épanouissant à titre personnel de savoir que ça peut servir et que ça peut, en plus, avoir un effet démultiplicateur.
Voilà, donc des mentors heureux. Merci Sébastien, c'était le mot de la fin. Un grand merci Clément Le Cerf, donc Clément, cofondateur de Décliquer des trucs. Bravo. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Nous étions sur WeDoBiz dans WeMoveJ, la 166e émission de WeMoveJ. Oh là là, la 166e émission de WeMoveJ. Et je vous dis à dans 15 jours. Excellente semaine à tous.